Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour semer maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huette, pionnier du tourisme positif avec une expérience internationale animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. Je fais partie de l'association Respire, le tourisme de demain. Lors des États généraux qui ont eu lieu en mars, j'ai rejoint un groupe de travail sur les nouvelles façons de voyager avec comme thématique le tourisme durable. Avec Aurélie, Cilia, Cathy, Magali et Sylvie, nous avons fait de nombreuses recherches sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Cette aventure humaine nous a amenés sur des chemins très enrichissants, dont la rencontre avec Béatrice Bellini, enseignante et chercheuse à l'Université de Paris-Nanterre, pour qu'elle nous explique sa définition du tourisme positif. Cette femme est tellement inspirante que nous avons décidé de continuer l'aventure ensemble en organisant un atelier le 20 mai à 14 h sur le sujet « Et si nous échangions sur le tourisme positif ?» Si vous voulez participer à cet atelier, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page de Respire, le tourisme de demain, sur LinkedIn. Nous vous invitons à faire une pause dans un lieu confortable et vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous recevoir chez vous pour parler du tourisme durable. C'est un dossier qu'on travaille tous ensemble pour l'association Respire, le tourisme de demain. Et on voulait vraiment élargir notre réflexion. Et c'est comme ça que Magali a suggéré de prendre contact avec vous parce que vous nous parlez d'un tourisme qui va encore plus loin. Et donc, on voulait en savoir plus. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Que faites-vous? Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre. Plus particulièrement, j'étudie les modèles d'affaires, la stratégie et le marketing des entreprises. On a développé, il y a une petite dizaine d'années, une chaire qui s'appelle Positive Business, donc entreprise positive, dont l'enjeu est de faire évoluer les pratiques et l'enseignement en management, en intégrant le social et l'environnemental dans les fondamentaux, comme la finance, le marketing, etc. Et pas finalement en ayant des cours déportés de responsabilité sociale comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, puisque on arrive à une déconnexion des modèles de la durabilité justement de notre développement. Donc voilà, rapidement. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci Béatrice. Et d'après vous, du coup, quelle serait la définition du tourisme durable et du tourisme positif et quelle en serait la différence ou les différences? Alors, c'est vrai que le tourisme durable est souvent assimilé à un tourisme de niche qu'il porte sur l'environnement ou le social, l'éthique, etc. Pour nous, le tourisme doit, dans tous les cas, être concerné par ces enjeux de durabilité et donc aborder de manière concomitante l'axe social, économique et environnemental. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. C'est aussi quelque part
un concept marketing, puisque l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, mais c'est plutôt une manière de se positionner comme pouvant avoir un impact positif et du coup pouvoir permettre un avenir durable pour tous. Bien, et donc d'après vous, qui sont les clients potentiels du tourisme durable et quelles sont leurs attentes? Alors, pour ma part, tout le monde est client potentiel du tourisme durable, du tourisme positif, puisque cela va être fonction des besoins que vous avez. On est tous concernés par une société où les gens vivent bien, où l'intérêt de chacun est préservé. Et je pense que justement, le tourisme positif, c'est faire le choix d'une société aussi plus équitable. Donc, ça nécessite de la transparence et notamment dans la conséquence de ces choix. Et c'est vrai que on passe aujourd'hui d'un marketing de la propagande à un marketing de la confiance et de la transparence. Aujourd'hui, personne ne veut polluer la planète. Vous questionnez n'importe qui dans la rue, il va vous dire non, non, moi je veux pas polluer. Et pourtant, dans ces choix, on va plus ou moins, en fonction de ces choix, justement, il va plus ou moins occasionner de pollution, de détresse sociale. Donc, c'est très important d'avoir une mise en avant des conséquences de ces choix, et cela à tous les niveaux, aussi bien au niveau d'un dirigeant qu'au niveau d'un salarié, qu'au niveau d'un consommateur. Donc effectivement, je pense que tous en tant que consommateurs potentiels de produits touristiques, on est concernés par ce tourisme plus durable. Très bien, merci. Alors du coup, d'après vous, comment on pourrait rendre le tourisme durable accessible à tous, d'un point de vue à la fois tarifaire et d'un point de vue expérientiel? Alors, je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour développer des pratiques plus respectueuses de l'environnement et du social, on doit bien sûr avoir des budgets, plus d'argent. Donc, il faut absolument qu'on arrive à créer de la valeur économique avec la qualité environnementale et la qualité sociale des produits et services touristiques. Ça, c'est un point qui est très important parce que je prends l'exemple de la marque du consommateur. Aujourd'hui, ils arrivent à vendre leur lait 43% plus cher pour des questions de qualité sociale. Donc, si on affiche de manière transparente ces enjeux, je pense que le client sera capable de les valoriser et de payer plus cher. On a fait une enquête sur les produits électriques et électroniques, en particulier sur les téléphones portables, et plus de 50% des gens étaient prêts à payer plus cher pour avoir un téléphone qui préserve finalement mieux la nature, où il y a des actions qui sont menées pour préserver la nature et aussi sur les enjeux sociaux. Ce sont des questions qu'on pose rarement en marketing. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle d'environnement ou de social, c'est toujours, est-ce que vous voulez qu'on plante des arbres? Est-ce que vous voulez qu'on donne de l'argent à une association? Mais c'est pas ça. Intégrer l'environnement et le social, il faut le faire dans son cœur de métier. Et ça a un coût. Et ce coût, bien sûr, il faut être transparent parce que les personnes acceptées, 50%, plus de 50% des personnes accepter de payer plus cher, mais en contrepartie, il fallait une certaine transparence par rapport au prix du produit et ce détail de répartition au niveau des différents acteurs. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est pas quelque chose de courant, mais aujourd'hui, les attentes évoluent et ces attentes de transparence, et de confiance aussi, elles sont très présentes.
par rapport à l'expérientiel, eh ben effectivement, quand vous achetez un produit et que vous savez que derrière, il n'y a pas de détresse sociale, ni de surpollution, ni de pollution, hein, tout simplement, ou moindre pollution, eh ben peut-être que vous allez être donc dans la consommation de ce produit, vous allez en dégager plus de plaisir, plus de bonheur. Et je pense que cette manière d'appréhender les produits, enfin la durabilité des produits touristiques aujourd'hui est totalement absente parce que on dit la personne ce qu'elle cherche c'est des prix, donc il faut des prix bas. Mais c'est faux. Regardez, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui pourtant se payent un téléphone très cher. Donc en fait, on va pas dire que ce qu'ils cherchent c'est des produits à bas prix, puisque ils peuvent acheter par exemple une belle voiture, un beau téléphone. Donc vous voyez, il y a des choix qui sont faits. Donc, il faut arrêter de penser que la personne, elle est là pour acheter au plus bas, parce qu'en fait, on ne parle que de ça. Et il faut aussi être capable de valoriser ce qu'on appelle, nous, la qualité sociale et la qualité environnementale de produits. Alors, un des impératifs, c'est cette notion de connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de personnes sont capables de définir ce qu'est une qualité sociale ou une qualité environnementale de produits. Et là, on a un effet qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger qui nous nuit. C'est l'effet de surconfiance, en fait. Quasiment tout le monde est convaincu qu'un produit recyclé, c'est bon pour la planète. C'est pas forcément bon. Donc, il y a des espèces de réflexes comme ça qui font que les gens ne se sentent... Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va être docteur en médecine. Il va pas se dire, moi, je sais ce qu'il faut pour soigner ça et ça. Parce que c'est évident. Non, il va se former. Dans le domaine de l'environnement, comme dans le domaine du social, on pense savoir ce qui est bien. Ah oui, il faut pas que les enfants travaillent. Oui, mais d'accord, mais quand les enfants, les parents n'ont pas les moyens de les nourrir, qu'est-ce que tu fais ? C'est très bien, il faut, par exemple, le bio, c'est génial. Oui, mais quand tu déforestes des forêts primaires pour planter du bio, c'est bien ça aussi. Et donc, du coup, ça nécessite un apprentissage, ça nécessite une formation. Et ça, je pense que c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Selon vous, comment les pros du tourisme peuvent-ils s'approprier tout ça, renouveler leurs offres et valoriser leur savoir-faire ? Alors, il faut savoir que depuis maintenant un peu moins de 10 ans, on vit ce qu'on appelle la révolution numérique, qui déstabilise tous les référentiels. En stratégie, en marketing, c'est plus du tout la même chose. En marketing, on a totalement changé de paradigme. Avant, on était là pour produire de la donnée. Maintenant, on est là pour trier la donnée parce qu'on en a trop. Et donc, du coup, je pense qu'au niveau des professionnels du tourisme, il y a une vraie nécessité de se former, aux impacts de la révolution numérique, puisqu'on parle beaucoup, par exemple, de TripAdvisorisation, ces fameuses notes qu'on attribue qui peuvent avoir des impacts incroyables sur le business. Et puis aussi, il faut qu'ils se forment aux nouvelles attentes. Et aussi, bien entendu, qu'ils se forment sur, est-ce que faire un bilan carbone, ça va être suffisant pour pouvoir vivre, pour que mon entreprise puisse encore exister demain? Ou pour pouvoir dire que mon voyage, il est moins impactant écologiquement parlant. Et ça, c'est un vrai problème. Beaucoup ne savent pas faire la différence entre une ACV, une analyse de cycle de vie, un bilan carbone. La dernière fois, je discutais avec des directeurs marketing. Ils me disaient, ah oui, nous, on veut valoriser notre production locale, donc on va faire une analyse de cycle de vie. Je lui dis non, faut pas faire ça. Parce que la partie transport dans l'analyse de cycle de vie, généralement, elle est super amoindrie. Donc, vous allez faire ça, ça va rien vous donner du tout. Un bilan carbone, peut-être, mais ça veut dire que quelque part, si vous voulez valoriser le local, avec un bilan carbone, vous n'allez pas pouvoir tout valoriser. Parce qu'on n'intègre pas la biodiversité, l'empreinte eau, etc. Donc, et je pense que cette connaissance aussi des outils est indispensable et des réflexes, les étapes du cycle de vie, tout ça, c'est des réflexes qu'il faut avoir. Parce que quand on a les bonnes fondations, après, on peut construire quelque chose de solide. Aujourd'hui, on construit sur des fondations qui sont mouvantes.
Là, on impose maintenant aux entreprises de plus de 50 personnes de faire un bilan carbone. Mais ça va pas changer leur modèle d'affaires. Et sur quel scope, c'est-à-dire sur quel périmètre? Aujourd'hui, quand Danone dit moi, 95% de mes impacts, ils sont pas chez moi, ben oui, donc si on fait un bilan carbone dont le périmètre c'est chez toi, ben, par rapport à la satisfaction des accords de Paris ou du facteur 4, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, il y a des vrais enjeux de filière à valoriser. Et aussi, il y a un enjeu dans le tourisme, c'est qu'on est sur des produits et services complexes. Moi, j'ai travaillé dans l'automobile. On disait que l'automobile, c'était un produit complexe, mais c'est pas du tout complexe par rapport aux produits touristiques. Où là, en plus, on peut avoir des décalages de référence niveau social, environnemental. Il faut savoir que les attentes sociales en France sont pas celles en Chine, sont pas celles aux États-Unis. Et donc, quand vous parlez de qualité sociale d'un produit, d'un service, quel référentiel on prend? Vous voyez, et c'est pareil pour l'environnement. Pourquoi aller sonder en Chine, est-ce que vos produits sont recyclés, ou en Inde, s'il n'y a pas de filière de recyclage, ça sert à quoi? Donc, on va plutôt prioriser des produits biodégradables, par exemple en Afrique, quand finalement vous êtes dans un hôtel en plein milieu d'une forêt, que peut-être dans un hôtel en France où, effectivement, on a quand même une gestion des déchets qui est plus optimale. Et donc, cette adaptation locale est essentielle. Donc, effectivement, pour les pros du tourisme, je pense que c'est aussi nécessaire de voir les opportunités que crée cette valorisation de leur engagement pour le social et pour l'environnement. Bon, bien sûr, une valorisation qui va aussi entraîner des coûts supplémentaires, parce que j'améliore pas ma qualité sociale ou ma qualité environnementale en faisant des économies, c'est pas vrai. Donc, il y a un vrai enjeu aussi d'apprendre à connaître. Alors, la question, c'est, d'accord, ok, et on apprend où tout ça? Parce que tout ça, c'est nouveau. Eh ben, on apprend ça chez nous. Voilà. Non, mais c'est amusant parce que vous voyez bien qu'au final, il faut que tout le monde discute les uns avec les autres, qu'on n'ait pas une approche financière, sans qu'on ait une approche comptable, sans qu'on ait une approche marketing, sans qu'on ait une approche, en fait, globale. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les formations que l'on a sont trop silotées. Nous, on essaye de construire des outils en transdisciplinaire, ce qui est compliqué, parce que comprendre l'autre, les réflexes, ce qui est important pour l'autre et tout ça, c'est très compliqué. Donc, on essaie, tout ce travail qu'on fait maintenant depuis plus de 10 ans, on essaie dans tous les cas de le mettre à disposition et d'engager des réflexions. Béatrice, merci. Vous avez parlé de comprendre l'autre. Vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, quelle est son importance par rapport à ça? Et quel rôle ça joue, justement, dans la définition, dans la valorisation de l'offre qu'on peut développer par la suite? Disons qu'en fait, l'autre, dans un message, on a un émetteur, un récepteur, un code. Et je pense que souvent, on n'arrive pas vraiment à bien caractériser l'un et l'autre, ces différences. Et donc, on peut envoyer un message qui est pour le coup, plein de bonne volonté, de bonne foi, mais qui fait flop, en fait. Et voilà, il y a un vrai enjeu d'écoute, et surtout de savoir positionner. Vous voyez, quand on parle à quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, forcément, on va pas lui parler pareil que quelqu'un qui a fait du marketing, de la finance ou une école d'ingénieur agronome. Le cerveau est structuré totalement différemment, donc il y a une manière d'aborder les choses qui est différente. Et puis après, il y a l'aspect culturel aussi, forcément, son histoire, voilà. Et je pense que ça demande beaucoup d'humilité, d'écoute, et la construction est progressive. Alors, dans un monde où il faut aller vite,
c'est vrai que nous, on essaie d'aller vite, mais c'est compliqué parce que il faut un peu de slow aussi dans la construction de quelque chose de solide. Dans tous les cas, je pense que les fondations, il faut prendre un peu de temps parce que la tour, elle peut se construire très vite. Si les fondations sont solides, elle sera solide. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut vite construire et donc on prend le risque que les fondations ne soient pas solides et qu'à terme, ça s'écroule. Mais ça ne s'écroulera pas sur nous, ça s'écroulera sur les générations d'après, vous voyez. Et du coup, on va aujourd'hui, les entreprises mettent de plus en plus de moyens dans leur politique de préservation de l'environnement, du social. Et pourtant, on fait un constat, c'est que il n'y a pas d'amélioration au niveau européen. On voit bien la biodiversité, ça se dégrade. Donc, on peut se poser la question, mais est-ce si efficace que ça? Et donc, du coup, ces critères d'efficacité, de performance, aujourd'hui, on les questionne beaucoup. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'impact. On a un outil en marketing, marque impact. On met en place pour les entreprises un comité à impact parce que ce qu'il faut, c'est aussi revoir les modèles d'affaires pour qu'ils soient compatibles avec les enjeux de l'accord de Paris, du facteur 4 et surtout de la survie de tous sur Terre dans de bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Merci. Une dernière question pour les pros du tourisme qui ont pris conscience, qui devaient changer justement leur modèle d'affaires et qui ne savent pas comment faire. Quelle serait leur première étape que vous leur conseillerez? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, une des étapes, c'est réussir à trouver un lieu de partage. Parce qu'un lieu de partage, c'est quelque chose de rassurant. Et c'est vrai et où on peut construire et s'auto-enrichir. Je pense que dans le domaine du durable, les ascenseurs sont difficiles à prendre. Donc, il faut construire faire du pas à pas, en fait, monter les marches une à une. Et on y arrive plus facilement avec plusieurs personnes parce que c'est plus d'opportunités d'apprentissage, en fait. Et toi, si tu arrives pas à discuter avec lui, peut-être que l'autre va réussir et va t'amener à la première marche. Et à la première marche, tu pourras me comprendre. Parce que tu seras à la première marche et au départ, tu peux pas me comprendre. Et donc, du coup, il y a cette espèce voilà. Donc, rejoindre un groupe, effectivement, de personnes et ça motive beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, regardez, vous êtes unis sur un objectif commun. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit et qu'on construit surtout plus vite parce que aujourd'hui on a quand même un impératif d'urgence. Donc il faut viser à construire plus vite et on construit plus vite quand on est à plusieurs. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci Béatrice. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez juste encore un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidé par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt.